tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit assez impressionnant. On va parler de quoi dans cette émission? On va parler du match de la victoire de l'Olympique de Marseille face à Brest, c'était au Vélodrome. Et puis on va parler dans le match de demain parce que ça rejoue déjà demain. L'OM se déplace à Angers, il y aura les paris, le gros débat sur Villas-Boas, le petit débat sur Liadji. Il y aura aussi Jean-Charles Debono dans cette émission. Et salut Ben. Ça va Jean-Charles? Ça va très bien, ça peut que bien. Et oui, il y aura aussi Nicolas avec nous. Salut Ben. Ça va Nico? Très bien. Messieurs, vous savez quoi? On a passé la barre des 30 000 abonnés. Se frotte les mains, non? C'est pas beau ça? C'est magnifique, c'était aussi notre but aussi c'est vrai. de pouvoir récupérer des abonnés. Et si on les récupère, ça veut dire qu'ils sont contents de nous aussi. Exactement, ça veut dire qu'on fait du bon travail. En tout cas, on est très contents. On vous remercie de nous suivre chaque semaine. C'est vrai parce que merci pour les bons commentaires qu'ils nous mettent aussi. De plus en plus de commentaires, de plus en plus d'abonnés. Merci à tous. On vous avait promis quelque chose quand même pour les 30 000. On vous avait promis un maillot de l'Olympique de Marseille. On va tenir notre promesse. Absolument. Et du coup, en lien en description, il y aura un lien. Il faudra donc participer. Et il y aura un tirage au sort le 23. On donnera le nom du gagnant le 23 décembre, juste avant Noël. C'est ça? C'est absolument ça. Donc on aura récupéré un maillot de l'Olympique de Marseille et 2 joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est un vrai maillot, donc c'est pas un maillot acheté. C'est le véritable maillot d'un joueur. Très bien. Qu'il aura porté. Donc pour participer, c'est simple, il y a un lien, il faudra rentrer un mail très certainement. Et puis tirage au sort le 23. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet et on parle de quoi? On reparle allez, un petit peu de cette victoire parce qu'elle a fait du bien. C'était au Vélodrome, c'était contre Brest et c'est tout de suite le décrassage. Le décrassage d'OM Brest, on va essayer de faire court parce qu'il s'est déjà passé 2-3 jours, mais quand même on va reparler de cette victoire de l'OM face à Brest et ce scénario un peu fou à la fin quand même. En fait, c'est ce qu'on aime aussi. On aime ce genre de scénario parce que ça met toujours une grosse ambiance. Alors on est déçu, on marque, on est content, on encaisse ce but, on est déçu et derrière on remarque juste dans la minute qui suit sur l'engagement. Sur l'engagement, on marque ce but qui nous permet d'avoir les 3 points. Donc c'est une joie incroyable qu'il y a dans le stade, c'est une ambiance on ne peut pas imaginer. Donc voilà, on est là, on est en feu en fait. Et on a beaucoup aimé ça. On aime ce genre de rencontre, on aime ce genre d'adversaire aussi parce qu'on parle beaucoup de l'Olympique de Marseille, mais cet adversaire-là a permis à l'OM aussi d'être euphorique dans cette rencontre avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'abnégation, mais aussi beaucoup d'envie. Alors j'ai beaucoup aimé ça aussi. Et beaucoup de responsabilités parce qu'on a vu des joueurs prendre des responsabilités, s'appliquer dans certaines choses dans le jeu. Villas-Boas, c'est certainement pour quelque chose, on en reparlera un petit peu plus tard. C'est des genres de rencontres que j'aime beaucoup parce qu'il y a de tout. À tout moment de cette rencontre, on a pu se lever de notre siège, crier, croire qu'il y avait un but parce que bon, avec toutes les situations de but que l'OM s'est créé, des tirs sur la transversale, sur les montants, ça a été quand même une joie formidable. Nico, tu retiens quoi toi de cette victoire de l'Olympique de Marseille? J'ai envie de retenir comme Jean-Charles, mais je vais prendre un peu le contre-pied. J'étais aussi un petit peu frustré par ce match parce que tu aurais dû le gagner largement ce match. Et te faire peur comme ça à la fin, c'est presque dommage. Après, bon, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir. Finalement, comme tu dis, ce scénario de se faire rejoindre à la fin en disant mais c'est pas possible, avec tout ce que tu as raté, tu te fais rejoindre. Et de remarquer dans la foulée avec en plus Radonjic qui restait sur un but à Toulouse. C'est vrai que pour le suspense, en fait, ce scénario il était mieux que 1-0. Oui, finalement. Au final, oui. Au final, il valait mieux le gagner comme ça 2-1 que le gagner 1-0, en te disant putain, on aurait pu le gagner 5-0, puis non. Puis on a bien vu les supporters que vous avez interrogés à la fin de la rencontre, qui étaient encore en folie, encore dans la rencontre. L'émotion de fin de match. Exactement. Donc, ça me rappelle un petit peu, j'exagère un petit peu, mais ce but de Platini quand Jean Tigana déborde face au Portugal et qu'il sente. Non, mais c'est vrai, parce qu'on se dit c'est perdu, c'est terminé, on a fait un super match, mais on va terminer avec un seul petit point. Et puis d'un coup. C'est ces renversements de situation là, c'est ça qui crée des grosses émotions. Après le match en lui-même, c'est vrai qu'on peut aussi retenir ce gros pressing olympien sur la quasi-totalité de la rencontre, mis à part au moment où ils encaissent le but où on sent un flottement. On le sent arriver.
Mais sinon, ils ont fait un pressing incroyable. Et on aime voir un OM comme ça qui presse, qui prend son adversaire à la gorge. C'est ce que les supporters attendent de Vélodrome. Le fait du match, messieurs. Pour moi, le fait du match, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire, cette volonté de vouloir aller remporter ces 3 points. Parce qu'on encaisse ce but-là, et puis d'un coup, même si ça se passe à la 91e minute. Mentalement, oui, à la 90e minute, mais on a vu la réaction des joueurs qui étaient capables de se surpasser et de rien lâcher. Ça, pour moi, c'est vraiment une qualité, un fait du match important. Parce que là, il y a quelques semaines en arrière, peut-être que l'OM ne serait pas revenu à aller glaner ces 3 points. Et là, on s'est aperçu que les joueurs étaient concernés par ça, mais surtout avaient envie de remporter cette 4e victoire consécutive. Nico, ton fait de match? Bizarrement, moi, ça c'est le double poteau en première mi-temps, qui aurait peut-être pu changer ce match-là, parce que Brest, ils ont été sous l'eau, ils n'ont pas réussi à sortir, mais finalement, ils ont eu quand même cette énorme occasion qui aurait pu donner une autre physionomie. Est-ce que ça aurait cassé un peu les jambes des Marseillais? On ne sait pas. Ouais. Mais c'est vrai que ce double poteau incroyable, aussi, c'était le ballon qui va du bon côté pour les Marseillais. Après, l'OM a touché aussi 2 fois le poteau. De toute façon, sur le match, il n'y a pas photo. Brest, ils ont le double poteau et le but. Mis à part ça, ils n'ont pas grand-chose. Pas le but de Radonjic, parce que le but de Radonjic, c'est tellement évident. Le but de Radonjic, c'est un but quand même qui est magnifique. Ah ben ouais, c'est un but incroyable, c'est à la Papin. Hein. On se rappelle que quand JPP prenait le ballon comme ça sur le côté et qui est rentré vers l'axe, il souvent cherché l'angle opposé. Ça a été un petit peu les buts qu'on avait vécus dans les années 90, dans les années 85-90. Quoi. Donc voilà, moi, c'est vrai que ça fait partie un petit peu de cette révolte quand je dis que l'OM revient du fait du match. C'est ce but aussi qui fait partie d'un fait, comme dit Nico, aussi les 2 montants qui sont touchés. Et ça, c'est aussi dû... Je pense que la chance, elle tourne à un moment donné. Ouais. Du côté, et favorablement du côté olympien, parce que l'OM commence à mieux jouer, l'OM commence à aller se créer beaucoup d'occasions, l'OM commence à devenir, je dirais, optimiste dans tout ce qu'ils entreprennent. Et vraiment dominateur. Et dominateur. Donc, à un moment donné, ils sont récompensés, et la chance, elle tourne, donc ça a permis aussi de... Tu fais 2 barres, je crois qu'il y a Sanson qui fait une barre, il y a Payet qui fait une barre sur le... Une transversale aussi. Transversale sur un coup franc, et il y a même Rongier qui touche, il y en a 3, qui touche un extérieur poteau. Oui. Man of the match. Quel est votre man of the match? Moi, j'hésite entre Payet et Rongier. Rongier, quand même, je trouve que depuis qu'il est rentré dans ce milieu de terrain, il y a quand même une agressivité, une récupération de balle assez haute. Il se retrouve souvent aux avant-postes. D'ailleurs, il frappe sur le montant aussi, Rongier. Il a frappé. Face à Toulouse, il avait déjà beaucoup frappé. Il avait déjà été. Oui, voilà. Et puis bon, il entraîne son équipe à aller faire un pressing beaucoup plus haut. Voilà, c'est un joueur qui est capable de beaucoup de choses. Il a porté techniquement aussi dans cette équipe et tactiquement. Après, c'est vrai que on a un Payet qui domine le jeu actuellement. Dès qu'il touche un ballon, on sent ça fait partie des fêtes, hein, ça arrive. Il y a la Noël qui arrive, donc c'est vrai que il éclaire tout ça. On était assis à côté au stade là. Dès les premiers ballons, tu sentais que Payet était les 2 premières minutes, je te dis, dès qu'il touche le ballon, là, Payet est dans un bon soir. Et ça, c'est peut-être aussi l'habitude que j'ai eue quand je jouais. On le sent. On le sent parce qu'il était capable de tacler, d'aller récupérer des ballons et offensivement. Le ballon, il collait au pied aussi. Et puis bon, voilà, aucun contrôle de loupé, toujours la tête haute, avec une vision de donner ses ballons de l'extérieur. Le Payet qu'on aime, quoi. Le Payet, quand on dit que c'est un grand joueur, c'est ça, Payet. Voilà. Man of the match? Franchement, c'est difficile d'en sortir du lot parce que collectivement, ils ont été vraiment impressionnants. Mais j'ai envie de souligner 2 prestations. C'est Amavi. Moi, je trouve qu'il a vraiment fait un bon match. Qui est vraiment intéressant et qui retrouve de belles qualités. Et c'est Benedetto, juste pour son geste sur le but de Sarr, où il fait une feinte de contrôle, il enrhume le gardien là-dessus. J'adore ce genre de geste qui pue le foot. Et rien que pour ça, Benedetto, il m'a régalé là-dessus. Merguez of the match. Moi, je n'en trouverais pas. Sincèrement, je n'en trouverais pas. Non, pas de merguez? Même pas l'arbitre. C'est vrai? Non, mais des fois, on peut dire que l'arbitre est mauvais dans les rencontres. Non, c'est vrai. Mais là, je trouve que il y avait tout dans cette rencontre-là. Il y avait les adversaires, il y a eu les joueurs, l'Olympique de Marseille, il y a eu l'arbitre qui a été bon, les changements ont été bons aussi. Donc, franchement, l'ambiance, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de... Nico, pas de merguez non plus? Pas de merguez, pas de sandwich aujourd'hui. D'accord. Allez, on va passer du coup au Paris FCM avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite, c'est les paris.
Les paris FCM avec notre partenaire Unibet, c'est d'abord le pari Sécure et c'est Nico qui s'y colle cette semaine. Ton pari Sécure, c'est quoi, Nico? Alors là, je parie sur l'OM ne perd pas à Angers. Donc c'est-à-dire que l'OM fait match nul ou gagne. Je pense que ça va être un match compliqué à Angers, mais je ne les vois pas perdre, ils sont sur une bonne dynamique. Et je les vois bien ramener au moins un point d'Angers. Marseille ne perd pas, c'est une cote à 1,33. Cote très raisonnable parce que c'est une cote sécure aussi. Tu en penses quoi de cette cote? Je pense qu'elle aurait pu être un petit peu plus élevée quand même parce que bon, même si Marseille est dans de bonnes dispositions actuellement, c'est vrai que cette équipe d'Angers à domicile est difficile à manœuvrer. Donc voilà, moi je suis un peu de l'avis de Nico. C'est vrai que l'Olympique de Marseille aujourd'hui est capable d'aller gagner n'importe où. Ouais. N'importe où en France. C'est vrai que cette équipe-là, quand on a une certaine confiance, face à des concurrents directs, est-ce que l'expérience de cette équipe marseillaise aujourd'hui peut faire la différence aussi? Et la confiance peut faire la différence à Angers. Alors le pari fou, Nico, cette semaine, c'est un pari audacieux. Oui, bah alors là, j'ai pas fait le score final, j'ai fait le score à la mi-temps et le score final. Ouais. Donc j'ai joué sur 1-0 pour Angers à la mi-temps et victoire de l'OM 2-1 en score final. Donc 1-2, score final 1-2. Et mi-temps, 1-0 pour Angers. Là, la cote, elle est à 50. À 50? Elle est à 50. C'est pour ça que jouez vite. Jouez très vite. Ceux qui nous écoutent, jouez très vite parce qu'elle est très intéressante. Nico, tu as raison. À 50, à 10 euros, c'est pas mal. Hein. Non, mais après, comme dit Mourad dans ces cas-là, c'est ne mettez pas votre PEL non plus. Ouais, non plus, parce qu'il faut trouver les deux trucs. Mais c'est vrai que c'est une super cote. En plus, elle est réaliste, cette cote. Tu vois, elle est crédible. Elle est crédible. Le combiné du week-end sur les concurrents de l'Olympique de Marseille pendant, pour le podium. Nico, ton combiné du week-end. Donc là, on a pris 3 matchs comme d'habitude. Alors là, il va falloir que tu m'aides. Bordeaux-Nîmes. Voilà. Donc Bordeaux-Nîmes, j'ai joué la victoire de Bordeaux. Même si Bordeaux, on sait qu'il y a beaucoup de remous extrasportifs en ce moment. Avec une cote 1,90. 1,90, la cote je trouve, est intéressante. Lyon, victoire de Bordeaux. Ouais, Lyon-Lille. Donc Lyon-Lille, ça c'est un des gros matchs de cette journée. Et là, je me suis pas trop mouillé. Je me dis que ça va être un match assez tendu parce que les Lyonnais sont quand même pas au mieux. Ils ont réussi à gagner, mais c'était poussif. Ils auraient pu perdre le match face à Strasbourg. Lille va mieux, donc j'ai joué le nul sur ce match-là. Avec la cote à 3,40 et enfin AS Saint-Etienne-Nice. Alors là, je joue un peu une surprise. Je joue Nice qui va gagner à Saint-Etienne. Parce que pour moi, Saint-Etienne, ils étaient un peu en sur-régime, ils gagnaient petitement. Et là, ils ont perdu à l'arrache en dernière minute contre Rennes. Et je pense que Nice, qui va mieux, peut profiter de ça pour aller faire un résultat à Saint-Etienne. Alors la cote, elle est à 3,10 et le combiné total cote à 20,03 pour être très précis. Et elle est belle cette cote aussi. Mais lui ne plaisante pas quand il fait les cotes. Je fais des grosses cotes, moi. Lui, il va faire gagner les gens. Sur ces 3 matchs, tiens, Lille-Lyon, parce que... Lille-Lyon... C'est Lyon-Lille, non Lyon-Lille. C'est Lyon-Lille. Donc là, c'est 2 concurrents, quoi. Ouais, c'est 2 concurrents directs, mais en fait, c'est 2 équipes qui sont mal en point aussi, parce que Lille a gagné les derniers matchs, Lyon aussi, mais bon, c'est pas du bon football. Ouais, c'est ça. Ça va être à celui qui aura le plus de courage et surtout une très bonne défense. Alors je sais que Lyon actuellement, défensivement, il y a beaucoup de problèmes aussi. Il y a un facteur X pour le fait que Lyon ne gagne pas, c'est Rudy Garcia sur le banc quand même. Oui, aussi, donc je mettrai Lille, victoire de Lille. Victoire de Lille, très bien. Allez messieurs, c'est la fin des paris. On passe tout de suite à l'avant-match et on va se plonger dans ce match Angers-OM. Le match Angers-OM, c'est déjà demain soir. Ça va très vite. Et l'Olympique de Marseille, donc, qui se déplace chez le 3e de Ligue 1, alors que l'Olympique de Marseille est second. Donc, c'est la grosse affiche, quoi. C'est la grosse affiche de cette journée de championnat. Et pour l'Olympique de Marseille, encore l'occasion de creuser l'écart. Absolument, c'est le match de la soirée, quoi. En fait, c'est le match de haut de tableau. Le 2e contre le 3e, on ne peut pas voir mieux. C'est vrai que on ne regarde pas pour l'instant le PSG. L'OM est revenu à 5 points. Oui, c'est pour ça qu'on ne regarde pas pour l'instant le PSG. Mais en cas de victoire, on va commencer à y croire. En fait, parce que... Il y a un match de retard. Oui, mais bon, c'est psychologique. On ne sait jamais. Tu sais, dans l'état d'esprit des joueurs, c'est bien de pouvoir se mettre aussi un objectif en se disant, mais pourquoi pas, on pourra accrocher le PSG. Sûr, si tu es à 5 points à la trêve, là, tu as 4 points d'avance sur Angers. C'est-à-dire que si tu les bats,
Demain soir, ça fait 7 points, tu fais un sacré écart. Ouais. Et là, tu peux te projeter sur autre chose. Tu comprends? Donc, tu auras fait une grosse différence. Donc voilà, je pense que c'est hyper intéressant pour l'Olympique de Marseille. Mais surtout, là, c'est une concentration énorme parce qu'on sait que cette équipe d'Angers, à domicile, difficile à manœuvrer, mais qui par moment perd aussi un petit peu les pédales. Et quand dans les moments faibles, c'est là où l'Olympique de Marseille devra creuser l'écart. Nico, cette équipe d'Angers. Et ça va être vraiment un vrai test intéressant parce que l'OM a passé les tests Lyon et Lille de belle façon, mais c'est deux équipes qui ne sont pas au top de leur forme. Là, on va jouer une équipe qui est au top de sa forme. C'est un peu l'équipe surprise du début de saison et qui, pour moi, mérite d'être à cette place-là, contrairement à un moment donné à Nantes ou des clubs comme ça qui passaient vraiment ric-rac. Là, Angers, il y a un jeu, il y a quelque chose qui est en place. Ça fait longtemps que le coach est là. Une continuité. Il y a une vraie continuité, il y a des recrutements intéressants. Donc là, pour l'OM, c'est un vrai test. Et j'espère qu'on va voir la même équipe qu'on a vue vendredi soir. Alors, la petite différence, c'est que nous avons gagné dans les dernières minutes face à Brest. Donc, il fallait le faire aussi. Et qu'Angers a perdu cette rencontre du dernier week-end qui nous a permis d'avoir 4 points d'avance. Donc, la différence, elle se fait là. Donc, nous, on va y aller avec une certaine confiance. Et eux, peut-être un petit peu moins. Ouais. Donc, il va falloir profiter de cette et puis eux, c'est quand même un match important pour eux aussi parce qu'il faut qu'ils confirment. Là, je vois le coach, il s'énerve souvent de dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, c'est pas normal que Angers soit 3e, etc. Lui, ça l'énerve un peu. Et donc, pour lui, c'est important de montrer, regardez, si je bats l'OM à la maison, je suis un 3e crédible. Donc il va y avoir un peu de pression sur leurs épaules. Et puis bon, il va falloir qu'il prouve aussi qu'il est capable de battre des équipes qui sont aussi susceptibles d'aller en Ligue des Champions. Alors, et en forme. À Angers, sur les 3 derniers déplacements, c'est 3 matchs nuls pour l'Olympique de Marseille. C'est 3 fois 1-0 d'ailleurs. C'est compliqué. Donc, match nul à 1-0 ? Pardon. 3 fois 1 partout. 3 fois 1 partout. Donc c'est une équipe qui, pour l'Olympique de Marseille, bon... Voilà, mais un match nul, c'est pas mal non plus. Hein. Ah non, mais match nul, parce que on avait dit 13 points sur 15. Oui, oui. Ouais, d'accord. C'est pas mal non plus parce que tu gardes quand même 4 longueurs d'avance. Match nul, c'est pas une catastrophe. Hein. Ah non. Après, pour l'Olympique de Marseille, il y a ce match à Bordeaux dimanche. Bon, si tu ramènes une victoire d'Angers, après, c'est là où tu peux faire des écarts. Tu vois, tu as des matchs avec des concurrents directs qui vont s'affronter. Si tu prends les 3 points là, tu peux mettre potentiellement un Lyon ou un Lille à 9 poinns. Quoi. Avec Villas-Boas, on peut y croire. Hein. Oui, mais justement, tu parles de match capital face à Angers. Capital important, j'ai presque envie de dire. Mais tu as un joker. Mais tu as 4 points d'avance. Alors tu vas du côté d'Angers avec 4 points d'avance. Ça veut dire que cette équipe angevine va devoir se découvrir. Aller gagner les 3 points, Donc quand ils vont se découvrir, aujourd'hui on connaît la capacité de Benedetto, de Radonji, qui est capable à tout moment de surprendre par sa vitesse. Est-ce que ce n'est pas un avantage aussi pour nous de jouer une nouvelle fois contre une équipe qui cherche à jouer au ballon? Oui, bien sûr. Nous, on cherche des équipes, l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille voudrait rencontrer tous les dimanches des équipes qui cherchent à jouer au ballon. Pour les presser, et non pas, les étouffer, et bien sûr, et te donner des solutions, parce que à un moment donné, quand toi, l'Olympique de Marseille, tu vas leur mettre 2 coups derrière la tête par des comptes ou quoi que ce soit, c'est plus pareil. Tu comprends? Ils vont commencer à trembler, à vibrer. Et là, l'OM va prendre le dessus. Et ça va permettre d'avoir une belle rencontre tout d'abord. Mais surtout de peut-être ramener ces 3 points. Alors, on va parler de l'Olympique de Marseille, de la compo probable, sachant qu'il y a un retour important. C'est le retour d'Alvaro en défense centrale. Après 2 matchs de suspension. Peut-être redistribuer quelques cartes en fait. Mais il y aura des parce choix que là, importants. il va y avoir un choix à faire en défense. Tiens, Nico, tu ferais quoi, toi, comme choix? Moi, ce que je ferais, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais je trouve que ce qui est intéressant de voir, c'est ce que va faire Villas-Boas, parce que là, il y a 2 facteurs. On a vu les matchs de Camara à ce poste-là, en 6, je parle. Donc le jeu, c'est là. Le jeu, c'est Strootman ou Camara au poste de 6. C'est ce qui va changer, parce que s'il décide de garder Strootman, parce qu'il a été convaincu par Strootman, qui a fait un bon match face à Brest, il peut sortir aussi Tchaletatsar de la charnière. C'est aussi une possibilité. Donc ça va être intéressant ce que va faire Villas-Boas là-dessus, parce qu'on joue aussi 2 matchs dans la même semaine. Donc il peut aussi profiter de ce match à Angers pour reposer certains joueurs qui ont beaucoup joué. Alors là, ce n'est pas le cas pour ce poste-là, mais ça peut l'être sur d'autres postes. Moi, personnellement, je pense pas qu'il va sortir Strootman.
pensez qu'il Non, mais va, s'il il sort va- pas, il va il le sort. sortir En fait, Parce que, Tu sors qui alors? Tu sors Tchalet Tatsar? par exemple. Mais moi, je Par pense exemple, que Tchalet ou alors Tatsar. rester dans la continuité. Ou Mais alors rester c'est ce dans que la, j'allais dire. Il dans- est capable dans de la rester dans une continuité continuité. de ce match. Mais Tu laisses t'imagines. pas Alvaro sur le banc. Non, mais le problème d'Alvaro, c'est que Alvaro, il n'a jamais perdu à l'OM, non? Il a Je jamais me trompe perdu. pas. Non, puis Donc, Alvaro, aussi, c'est la sécurité de sa défense. Oui, Oui. on a tellement pleuré ces dernières semaines quand il n'était pas C'est vrai. là. C'est vrai que bon, son retour est hyper important, en plus dans sa mentalité, dans Ouais. des matchs comme ça où tu essaies de faire avec des matchs au couteau, Ouais. où il va avoir beaucoup d'engagement. Il Je rassure. pense que ça serait bien de le réintégrer. Moi, je pense qu'il le sera. Moi, je mettrais, personnellement, je ne suis pas entraîneur, simplement je regarde des rencontres, c'est pas parce qu'aujourd'hui, Strootman a fait un beau match Ouais. contre Brest. Ouais, il a été honnête. Donc, qu'on ne doit pas dire, on ne fait pas rentrer Alvaro. Alvaro, on le remet en défense à côté de Khaled Tassar et remettre le petit Camara. Ouais, mais si En tu, poste de remets, six. si tu mets Camara en poste de 6, ça va être vécu comme une. Pas que. Vécu pas- comme une concurrence. Ouais, mais tout simplement une équipe avec qui une tire vers concurrence le haut. avec un jeune qui est. Qui est l'avenir du club. Non, mais qui est défenseur central. Donc tu lui dis, le défenseur central, il est meilleur que toi à ton poste. Tu vois. Non, mais Donc Ben, ça peut être mal vécu par Strootman. Et dans cette façon dont lui gère Strootman depuis le début, peut-être qu'il va aussi je- réfléchir. Je pense que ce qu'on disait, c'est la balance, il faut pas, tu peux l'avoir comme ça, mais tu peux aussi l'avoir, c'est Tchalet Tatsar ou Strootman. Ouais, En fait. c'est ça, ouais. En fait, parce que Camara, Ouais. je vois pas pourquoi il jouerait pas Camara, qu'elle soit en 6 ou Oui, derrière, voilà. et Alvaro non plus. Ouais. Donc pour moi, ça va se jouer entre Moi, je pense- Tchalet Tatsar Ouais, et c'est ça, Strootman. c'est ça. Mais et le choix aussi, c'est stratégique. Est-ce que tu préfères dire Strootman, il a suffisamment de force mentale pour accepter de se faire sortir de l'équipe, plutôt que sacrifier encore un jeune? Parce que Tchalet Tatsar, c'est un jeune aussi. Et, Oui. et il a besoin de jouer. Et je pense qu'aussi, parce qu'il va assez vite, Tchalet Tatsar, et il a aussi un grand gabarit. On l'a vu, sur les coups de pied arrêtés offensifs, il apporte son jeu de tête. Et défensivement, Angers, c'est costaud. Hein. Donc maintenant, c'est pas, avant, c'était que ça. Maintenant, c'est pas que ça, mais Angers, ça reste costaud. Et là, d'avoir ce gabarit-là derrière, je pense que Villas-Boas, ça l'intéresse d'avoir un gabarit grand comme Tchalet Tatsar. Donc moi, je pense qu'il va virer Strootman. Mais le problème va se poser demain soir, mais il va se poser Eh, dans dimanche, les journées à venir Ah aussi. ouais, bien sûr. Alors, Ouais. ou tu fais le choix de dire, je mets cette défense qui sera ma défense pour la saison quasiment, Ouais. ou alors, je reste dans une continuité d'un match. Mm. Ça, après, c'est l'appréciation de Ouais, l'entraîneur. Je veux dire, tu regardes l'avenir. Pour moi, Et l'avenir, Alvaro, pour il, moi, est titulaire Voilà. dans sa tête. Donc Alvaro Il, ou Khaled Tassar, pour moi, et mettre Ah ouais Camara, oui, dans l'entrejeu, à la récupération. Après, il y aura encore des suspendus, il y aura encore des blessés. Non, mais Strootman, il rejouera. hein. Après, il faut que tu trouves quasiment une équipe type. Eh oui. Tu ne peux pas constamment changer ta charnière centrale. Non. Comment l'adaptation entre les deux défenseurs centraux va se faire tout au long de la rencontre pour les matchs à venir? Si chaque week-end tu changes un défenseur central, ça complique quand même les choses. Et puis le volume de jeu de Camara est quand même très intéressant à ce poste de 6. On a Aussi, envie de le revoir aussi. à ce poste. Alors, il y a un autre poste où on se pose des questions chaque semaine, chaque week-end, chaque journée de championnat. C'est le poste de d'ailier droit. D'ailier droit. Et on se repose forcément la question Radonjic, parce que 2 buts en 2 matchs, un but stratosphérique. Je pense que c'est plus compliqué là, tu vois. Ouais. Et attends, Bounassar a marqué aussi. C'est pour ça. Et Bounassar se dépense énormément dans les rencontres. Bounassar donne tout ce qu'il a dans le ventre. Et puis jusqu'à présent, Bounassar, c'est lui qui joue quasiment À tous les matchs. À tous les matchs. Il est là, titulaire à Bounassar. tous les matchs, mais surtout titulaire à plusieurs postes différents. Et pour un entraîneur, ça c'est important. De savoir que tu es un joueur qui est capable de te rendre des services énormes. Il ne sortira pas, Bounassar. Donc ça complique. Alors après, il va falloir... Là, c'est la psychologie qui rentre en Moi, j'ai une compte. autre théorie. J'ai la psychologie qui rentre en compte parce que l'entraîneur doit aller voir ou Bounassar ou Radonjic pour leur expliquer pourquoi telle et telle chose. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi, de temps en temps, quand ça fonctionne bien, bichonner les joueurs, leur faire comprendre pourquoi il y a un tel et tel choix, les garder sous pression. Donc voilà, là c'est une autre problématique. hein. Moi, je pense, j'imagine que Villas-Boas, il peut mettre Radonjic titulaire sur ce match à la place de Bounassar pour plusieurs raisons. La première, c'est que Radonjic, il reste sur 2 buts en 2 matchs. Et Villas-Boas l'a expliqué aussi en conférence de presse qu'il avait la rage, il voulait jouer quand il est rentré de sa sélection. Ah oui. Il avait marqué avec sa sélection. Et le fait d'avoir marqué à Toulouse, il voulait débuter ce match face à Brest. Il a encore laissé sur le banc. Donc je pense que Radonjic a très envie
de jouer. Donc autant le faire jouer, rester sur la hype du but qu'il a mis face à Brest. Et en plus, sa vitesse dans un match à l'extérieur peut être vraiment intéressante. Oui. Et deuxième point où je me dis qu'il peut sortir Sarr de l'équipe, c'est que dans sa hiérarchie, clairement, Sarr, c'est le titulaire. Ouais. Mais Sarr, comme tu disais, il a joué 14 matchs sur 15 en oui. Ligue 1 comme titulaire. Ouais. Et là, tu as 2 matchs de la même semaine. Est-ce que c'est pas l'occasion de le faire souffler un peu, Sarr? Parce qu'il n'a pas arrêté, il a joué ailier, il a joué latéral, il n'a pas arrêté. Et de lui dire, écoute, Bouna, tu joueras face à Bordeaux dimanche, là tu te reposes un peu, tu rentreras peut-être en cours de match, et je mets Nemanja D'où titulaire. la psychologie de Voilà. l'entraîneur. Moi je me dis, ça peut être une possibilité. Sauf que si Radonjic il te plante encore un doublé là-haut, Ah ouais, mais attends. Bah, tant mieux. Quand tu es entraîneur, tu Ouais. te dis, le joueur Ouais. que je mets sur le terrain, je veux qu'il soit bon. Oui. Non, parce Si que- je le mets pour qu'il soit mauvais et qu'il ne plante pas, d'abord c'est une erreur pour moi et je ne vois pas la concurrence. Mais surtout, Oui, oui. ça permet de tout, comme on dit souvent, de faire mijoter cette sauce-là, de monter l'équipe vers le haut. Parce que ce soit un ou l'autre, quand ils vont vouloir rentrer, ça va faire la différence. Et Bouna Sarr, Et c'est- il a été décisif sur le dernier match, Oui. mais ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas marqué? Bouna Sarr, on sait qu'il a un Bien volume sûr. de jeu énorme, mais dans le dernier geste, que ce soit la passe ou le Mais but, je trouve, c'est quand même moins ça. tu vois Nico, je trouve qu'on l'a assez critiqué, Bouna Sarr, pas sur sa volonté, sur l'engagement, tout ce qu'on peut dire sur lui, mais sur les dernières passes, notamment sur les centres, où il devrait un peu plus s'appliquer. Je trouve qu'il met beaucoup plus d'application Il progresse. depuis une quinzaine de jours, Ouais. où d'ailleurs Villas-Boas lui avait reproché qu'il fallait qu'il travaille un peu plus à l'entraînement sur son dernier geste. Et je trouve que là, sur les 2 dernières rencontres, C'est mieux. ça a été bien meilleur. Je suis d'accord Donc avec après, il faut qu'il enregistre ça. Et si vraiment il arrive à faire, comme Villas-Boas lui dit, et surtout s'appliquer dans la dernière passe, je pense que sincèrement, ça va être difficile de le détrôner sur le côté. Hein. Parce Ah ouais. que cette volonté qu'il a, ce coffre qu'il a, l'engagement qu'il Oui. met dans et si en plus il commence à marquer et donner des ballons de but, Ouais, mais Ouais. moi, Alors j'ai là, un petit bémol parce que moi, je fais une fixette sur Bouna Sarr, tout le monde le sait. Et même le match face à Brest, à un moment donné, en premier temps, je disais à Mourad, mais qu'est-ce qu'il fait Bouna Sarr? Il fait encore énormément de mauvais choix. Moi, je trouve qu'il est loin d'être parfait, Bouna Sarr. Il progresse, je suis d'accord avec toi. Ouais, Il fait un je très trouve bon qu'il match était face meilleur, à Brest. Il a un gros volume de jeu. Mais si tu as un Radonjic qui retrouve de la confiance et qui plante, parce que Sarr, il n'en marquera pas à chaque fois. Chaque fois je suis d'accord. Radonjic, tu peux marquer à chaque match. Radonjic est plus buteur que ça. Et ça, Attention, au et ça départ, peut c'est- faire la Il différence. peut pour, marquer à il y a chaque pas match, photo, faut il y a- arrêter, oui. ouais. Il a marqué 2 buts en 2 matchs, mais... Non, mais d'accord, non, mais je parle pense dans que là, ça y est... Je parle du style de jeu, le ok, style de jeu, oui. dans le Oui. style de jeu. Il est capable, il est capable. Oui. Il est capable parce qu'il est, il est imprévisible en fait, ce Un joueur. crochet de frappe. Moi je le dis depuis le début quand il est arrivé, Mm. on lui tape dessus, mais il a d'énormes qualités. Ça, on ne peut pas te l'enlever, Jean-Charles. Tu Non l'as mais dit ça, depuis le début. je le dis depuis le c'est vrai. début, Moi aussi. c'était Rappelez-vous. c'est vraiment, Rappelez-vous, je l'ai dit aussi. c'est vraiment un footeux en fait le gars. Il aime la chic, comme on dit chez nous quand on est footballeur. Il aime la chic, il aime la toucher souvent, il aime frapper au but. Après, une question de confiance, une question d'adresse. Et puis après, si on le lance dans le grand bain et qu'il commence à marquer, crois-moi, quand tu enchaînes les buts, ça va vite. Ouais, hein. c'est dans la tête là. Là, Ça il, va a, vite, hein. il a marqué avec la Serbie. Il Ça va marque vite. 2 matchs de suite avec Ouais. l'OM. Là, il est bien. Il faut le faire jouer. Là. 3 matchs, 4 buts. Ouais. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur l'avant-match. On va aussi s'arrêter là sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. Et on va poursuivre nos débats et notamment le gros débat de tout de suite sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. Voilà, c'est tout de suite, c'est le gros débat. Le gros débat, c'est un gros débat sur André Villas-Boas, les réussites de l'entraîneur de l'OM. On va en parler dans cette partie. Déjà, messieurs, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez cet entraîneur depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille? C'est une question un peu vaste, hein, Non, mais, non, mais ce que j'aime, ouverte. ce que j'aime énormément, Mm. c'est son franc-parler. Ouais. On avait depuis bien longtemps plus d'entraîneurs qui étaient capables d'aller devant la presse et de dire et d'expliquer ses choix, sa tactique de jeu, ses remplacements, et les ambitions du club. Là, dernièrement, on a parlé du petit Hadji qui parlait que, après on en reviendra certainement aussi, mais qui disait que bon, il jouerait certainement à Monaco ou à Paris. Donc voilà, il n'a pas la langue de bois. Et ça, c'est important. Et au-delà de ça, après, c'est sur le plan du jeu. Sur le plan du jeu, il arrive à nous démontrer certaines phases de jeu très intéressantes, redonner confiance à des joueurs qui avaient perdu totalement confiance, et notamment à Mavi, qui était à un moment donné complètement au fond du trou, revenir à son meilleur niveau, retrouver aussi, aller rechercher certains joueurs qui étaient plus capables, Radonjic,
qui était plus capable à un moment donné de faire la différence. Aujourd'hui, il l'a fait. Et puis aussi aller contrer des adversaires, je dirais, directs de ce championnat, qui lui démontre face à ces gros-là qu'il est capable de rivaliser et d'aller chercher sa 2e ou 3e place. Voilà, j'aime beaucoup son franc-parler, sa façon de faire travailler ses joueurs, de les remotiver, de dialoguer avec eux. Et tout ça, c'est un tout qui va nous permettre aussi d'avancer. Ce qui est fou, c'est que tu prends 3 points sur lesquels. C'est beaucoup le prédécesseur, il faisait pas trop. Ouais, sur lesquels Rudy Garcia, en fait. Oui, et je te donne ce que moi je ressens en tant qu'ancien joueur. Ouais. Parce que quand tu es dans un vestiaire ou sur un terrain, tu as besoin, entre guillemets, d'un grand frère. Le grand frère, c'est l'entraîneur, celui qui est sur le banc de touche, qui te donne des consignes, qui te rassure quand ça ne va pas, qui te dit ben, là, tu ne vas pas jouer parce qu'il y a telle et telle chose. Plus lui, c'est un jeune grand frère en plus. Ouais. Non, mais voilà, en plus, voilà, il y a un échange en fait. Et cet échange-là, aujourd'hui, dans le nouveau football, le football moderne, on en a besoin. On a besoin de communication, on a besoin de relations, on a besoin de relais. Et ce gars-là, Villas-Boas, a mené ça cette année en plus à l'Olympique de Marseille. Alors, au début, quand on faisait des émissions et qu'on parlait de l'arrivée de Villas-Boas, on disait on va attendre un peu, on ne va pas le juger de suite. Ouais. On va voir ce qu'il va nous prouver, ce qu'il va nous apporter. Aujourd'hui, il apporte tout ça aujourd'hui. Donc, et ça nous apporte aussi à la 2e place. Ah oui, Nico. J'ai beaucoup parlé. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il a un peu tout dit. Après, non, mais pour rentrer un peu dans un détail, ouais, si je veux rajouter un petit truc, c'est vrai que ce côté franc, cette honnêteté qu'il a, je pense qu'à la base, c'est aussi de l'intelligence. Je pense que Villas-Boas, il a dû étudier un peu la situation avant d'accepter de venir à l'OM. Et il s'est rendu compte que justement, Rudy Garcia, il s'est trompé par rapport à ça. Que Rudy Garcia, ces espèces de tentatives d'enfumage permanentes, non seulement il a perdu les supporters, il a perdu une partie des journalistes qui en avaient marre de ses confs de presse. Non, mais ça, c'est. Non, mais c'est une réalité. Monsieur Combes n'y allait plus. Oui, mais c'est une réalité. Et il a aussi perdu ses joueurs. Parce qu'on le voit aujourd'hui, que les langues se délient, que les joueurs, ils en avaient marre de cet enfumage permanent. Et je pense que Villas-Boas, il est naturel quand il parle, mais la stratégie, ça a été aussi d'être lui-même. Il s'est dit, non, là, je ne fais pas de com', je réponds aux questions, parce qu'il s'est dit, avant, ça avait été un carnage à cause de ça. Et je pense que c'est un très bon choix d'avoir fait ça, parce qu'à Marseille, il y a besoin d'être honnête. Les gens, ils sont prêts à entendre qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne pourra pas recruter, mais ne les prenez pas pour des cons à inventer des histoires. Parce que ça, c'est ce qui passe pas. Et ce qui était important aussi à souligner, c'est que lui, d'entrée, il a pris son capitaine qui est Mandanda, et il a dit devant tout le monde, Mandanda, c'est un très grand joueur. Mandanda va nous apporter un plus. Et il ne s'est pas trompé. Il leur a donné une confiance totale, et notamment à Steve, qui lui, aujourd'hui, prouve par toutes ses capacités, qu'il est redevenu un des meilleurs gardiens de France, sinon le meilleur. Et puis voilà, quoi. Il y a des choses. Les jeunes, on n'a pas parlé des jeunes. Rudy Garcia a parlé beaucoup du centre de formation, mais qui l'a fait jouer du centre de formation? Si, Lopez. Lopez et Camara. Oui, mais bon, il jouait pas. Là, on voit qu'il y a énormément de jeunes. Oui, il y a une continuité. Ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas, ne serait-ce qu'à Toulouse, que de dire sur le banc de touche, sur 5 ou 6 remplaçants, il y a 4 jeunes du centre de formation, plus 2 qui jouent ou 3 qui jouent. Donc voilà, ça aussi, c'est une éclosion aussi de suivi du club, où lui, il n'a pas peur d'incorporer et de faire jouer des jeunes joueurs en équipe attention, première. il n'a pas le choix non plus. Je pense que si on lui avait filé une enveloppe de 80 millions de plus pour recrutement, il les aurait pris. Je suis d'accord. Il aurait pris des joueurs. Mais à la différence, il n'a jamais trouvé d'excuses. Ouais. Il ne s'est jamais caché derrière quiconque. Moi, pour rajouter sur cette gestion des joueurs, effectivement, la gestion des jeunes, elle est remarquable, mais je pense qu'il gère aussi très bien les cadres. Chose que Garcia a très mal fait aussi, parce que Rudy Garcia, il les a caressés dans le dos tout le temps, avant de les lâcher à la fin. Mais il a mis trop de temps à lâcher Rami, qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Il a cajolé pendant 6 mois alors qu'il était nul. Et Payet aussi, il le laissait quoi qu'il arrive sur le terrain, alors qu'il y avait des moments où il n'était pas bon. Là, il a été clair. Payet, c'est gauche. Il jouera à gauche. Il a imposé. Mais en même temps, il dit Payet, c'est mon meilleur joueur, c'est lui. Il sait manier tout ça. Il sait dire à Payet, j'attends plus de lui. Je veux qu'il fasse plus de matchs comme il a fait face à Lyon. Donc je trouve qu'il gère très bien les cadres. Il a relancé plein de joueurs. Radonjic. Strootman, il n'a pas perdu alors qu'il aurait pu le perdre. Tchaleta Tsar, Amavi, qui était au fond du trou, il le sort à la mi-temps, il le met un peu au frais et il le relance petit à petit en le défendant dans la presse. Enfin, pour l'instant, c'est presque un sans faute au niveau de la gestion des joueurs. Sa plus grande qualité, vous pensez, à Villas-Boas? Parce qu'on peut aussi citer le cas Rongier, qui petit à petit. C'est ce que j'allais te dire. Tu as 2 cas. Tu as Rongier,
tout le monde se posait la vraie question. Pourquoi il ne le fait pas jouer? Pourquoi il ne le fait pas jouer? Même nous. On s'est dit, mais Rongier, c'est un super joueur. Du côté de Nantes, il a prouvé certaines choses et beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on parle de Rongier. Pourquoi pas en équipe de France? En quelques rencontres. Non, mais on va pas s'enflammer. les gens, les journaux, parce qu'il démontre d'une certaine qualité où il peut être capable d'être dans un groupe France aussi. Donc, il a su patienter et le faire entrer au bon moment. Il est caractéristique pour plaire à Didier Deschamps, en tout cas. Oui, ce côté bagarreur. absolument, absolument. Et il y a aussi des choses qu'il faut retenir, c'est quand tu es joueur, que tu es sur le terrain et que tu flambes et qu'on te sort pour faire entrer un copain, c'est toujours gênant, c'est toujours énervant. Ouais. Regardez le cas de Benedetto. Il sait le sortir au bon moment quand il flambe. Pourquoi? Pour tout simplement que le public reconnaisse ses qualités en le faisant sortir sur de bonnes conditions. Payet, c'est pareil. Payet, sortez-le. On le sort quand il d'intérêt. Rappelez-vous l'année dernière quand il sortait. Il était comme ça. Il serrait la main à personne. Là, il sort. Il salue tout le monde. Pourquoi? Parce que Il y a des résultats aussi. Après, il est bon. Il y a les aussi. résultats, mais Après, les il est bon. résultats. L'année dernière, il n'était pas bon. Donc, Non, mais il n'était pas bon. Pourquoi? Si on va chercher plus fort alors. Ouais. C'était l'équipe qui n'avançait pas. Là, tu m'as parlé de Villas-Boas. Mais je pense qu'il y est pour beaucoup. Il y a 50% des résultats. Villas-Boas. Après, c'est les joueurs qui jouent. Mais les joueurs suivent. Mais Garcia n'avait pas cette qualité-là. Pouvoir sortir les joueurs au bon moment, de discuter avec la presse, discuter avec les joueurs. Il est sorti combien de fois? Garcia, il avait réussi quand même à faire une belle saison l'année où tu fais la finale de Ligue Europa, où là, il avait réussi à emmener les joueurs derrière lui quand même. On ne peut pas lui enlever ça, Garcia. Mais Je pense qu'il a surtout mené Thauvin avec lui, parce que c'est Thauvin qui. Ouais. C'est l'arbre qui cache la forêt. aussi. Et Gustavo. Mais ce que lui reprochent les joueurs, c'est aussi son double langage, surtout à Rudy Garcia. Oui, aussi, oui. Je vais te faire jouer, machin, et puis pas du tout. Non, mais il y avait trop de fausses notes, en fait. Ouais. De fausseté, tout simplement. Ouais, de fausseté. Bon. Alors, on va pas revenir sur Garcia. Non. Manu, si tu nous regardes. On fait une petite comparaison. Oui, sur Villas-Boas, est-ce que, selon vous, c'est surtout son management qui fait que l'OM est aujourd'hui là où il est, c'est-à-dire en haut du classement, tout en haut du classement, ou c'est vraiment le jeu qui met en place, voilà, la patte Villas-Boas, c'est aussi le jeu ou pas? Moi, je pense que c'est avant tout le management. Parce que le jeu, pour moi, il n'est pas encore en place. Ouais. Il a réussi à mettre en place un pressing cohérent, avec un vrai bloc qui presse ensemble. Ça, c'est bien. On voit sur certaines phases de jeu des combinaisons intéressantes. Mais le liant du jeu sur tout un match, il n'y est pas encore. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, parce que la marge de progression, en termes de jeu, elle est grande. Sur le dernier match, quand même, ils ont joué quasiment pendant 80 Oui, mais c'est beaucoup de pressing, on voit des mouvements, mais c'est pas encore parfait. Ouais. Et je pense que la marge de progression, elle est là-dessus. Et depuis qu'il a récupéré ses cadres, Payet, Alvaro, même si Alvaro n'était pas là, et Camara, le jeu s'est remis en avant, parce que là il y a eu un creux après le match de Montpellier, et là on voit une nouvelle progression qui se met en place, et je pense que ça c'est sa marge de progression. Pour l'instant, il gagne surtout sur l'état d'esprit, le groupe, la joie de vivre de son groupe, parce qu'il a amené ça aussi. On sent que les joueurs ils sont libérés, ils sont contents de jouer, ils sont contents d'être ensemble. Quand Radonjic il marque, ils sautent tous dessus, ils sont comme des dingues. Ça joue. Est-ce qu'on peut pas aussi se dire qu'il bénéficie de tout le travail effectué par Rudy Garcia la saison dernière? N'abuse pas non plus, s'il te plaît. Mais le travail négatif, c'est-à-dire qu'il les a tellement minés la dernière année que c'est ça sa théorie. Mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est que quand il y a eu un petit peu des remous en début de saison, ou en milieu, là, en fait, début de saison, quand l'OM ne gagnait plus les matchs nuls, il a su garder le calme. Il a su rassurer son équipe, il a su travailler. Et quand on écoute les joueurs, l'effectif, tout le monde te dit aux entraînements, on travaille énormément, on fait tel schéma de jeu, on se déplace différemment. Et ça, tu sais, il n'y a pas de secret. Je veux dire, quand les joueurs disent ça, c'est que c'est une vérité, il y a quelque chose qui progresse. Lopez, il a dit, on ne travaille pas forcément plus avec Villas-Boas, mais on travaille mieux. Eh oui, mais c'est toute la différence. C'est toute la différence. Alors, on parle des joueurs justement, parce que parlons des joueurs parce que on parle beaucoup de Villas-Boas sur les résultats de l'équipe, de son travail. Il y a aussi les joueurs quand même. Bien sûr. Les joueurs, ils ont aussi une part de responsabilité. C'est lui qui les j'espère dans tout ça, parce que sinon aussi à un moment donné, ils vont se dire quand on se plante, on se fait défoncer, et quand on est deuxième du championnat, on dit non mais c'est lui qui les met dans ce qu'il faut pour gagner. Elle est où? Alors attends, moi je veux comparer Villas-Boas et Benjamin Courbe. Toi, tu nous poses des bonnes questions, on est obligé de bien répondre. Mais des fois, même avec des mauvaises questions, on s'en sort. Voilà, on s'en sort parce que tu es là, tu es près de nous, tu nous bichonnes et tout. Tu bichonnes ceux qui nous écoutent. Non, mais certes, en revenant sérieusement, c'est vrai que Villas-Boas, il sait façonner. Il sait leur parler. Donc, il les bichonne. Et ça,
Ça les met dans de bonnes conditions. Ça te met dans des conditions superbes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi les performances des joueurs, des mêmes, parce qu'il a Mais les quasiment joueurs. la même équipe. Et Donc il y a des il joueurs les a- qui se sont Il les a remis, bichonnés. qui se sont Leur a aussi donné remis en confiance. question Oui. eux-mêmes, peut-être, tu vois. Bah, Il y a Mandanda. Mandanda. Non, mais la qualité, quand tu as la qualité que tu la perds comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il y a un autre souci. C'est souvent mental en plus. C'est souvent mental, mais il y a un autre souci qui trame en dessous et qu'on ne peut pas savoir, ou qu'on sait et qu'on ne veut pas développer, qu'on ne veut pas dire. Là, tout au contraire. Là, comme il met tout carte sur table, il n'y a plus de soucis. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc les joueurs, si tu veux aller dans dans un club ambitieux, travailler et progresser et avoir des résultats, tu vas dans le sens de l'entraîneur, puisqu'il te met dans un confort de jeu qui est bon. C'est après à toi de prouver. Et les joueurs sont remontés à leur valeur parce qu'ils avaient envie aussi de prouver leur qualité Oui, voilà. et de prouver qu'ils n'étaient pas, comme la saison passée, en dessous de leur qualité. Il y a certainement ce côté revanchard de la saison dernière. Parce obligatoirement. Que, non, Nico Oui, bien sûr, bah, on le voit. L'exemple, c'est Mandanda. L'exemple, c'est Mandanda. Ouais. Mais après, regarde, Et à ma vie. il y a Germain, par exemple, qui a beaucoup joué en début de saison, qui joue plus beaucoup maintenant. Mais il expliquait lui aussi en interview que il le vit mieux parce que le discours est clair. Il n'y a pas de « oui, t'inquiète pas, je vais te faire jouer ». Villas-Boas, il ne doit pas lui dire ça. Villas-Boas, il dit « non, tu ne joueras pas en pointe. Tu rentreras pour faire un autre système de jeu avec Benedetto ou machin, mais il va pas, à mon avis, il ne lui a pas promis qu'il serait titulaire en pointe, ça c'est sûr. Donc Germain, il sait où il va. Il ne s'imagine pas des choses. Il sait quel est son rôle cette saison. Et ça, c'est intéressant. Ce management-là, ça joue, ça apaise un peu les tensions, je pense. Donc, et en plus, là, ça gagne, t'es second du championnat, donc tout va bien. En plus, c'est ça, oui, c'est en ça plus, aussi. Et ça garde tout le monde sous pression. Bien sûr. C'est Après, un autre détail, je ne sais pas si c'est une question que tu avais prévue, mais l'autre point fort qu'on peut donner à Villas-Boas, c'est que malgré un effectif très court, beaucoup de jeunes dans son effectif, il a affiché directement l'ambition de terminer sur le podium. Alors que la direction n'avait rien dit. Il aurait très bien pu faire comme 80% des coachs en Ligue 1. Non, mais vous comprenez, avec cet effectif court-là, moi je ne peux pas vous donner une vision comme ça, on verra au mois de mars où on sera. Voilà. Non, lui, direct, il a dit, moi je viens, c'est pour jouer podium. Et cette ambition-là, il a réussi à la transmettre aux joueurs. Parce que les joueurs, ils sont dans cet état d'esprit-là. Eux, ils visent le podium aussi, ils sont à fond dedans. Et puis surtout, Nico, c'est vrai que ce qu'on peut rajouter, c'est que lui, il est vraiment concentré que sur le jeu et sur son effectif. Pas sur la communication, de raconter tout et n'importe quoi. Oui, il ne se perd pas dans des Quand trucs, il faut qu'il parle, il parle. Sinon, il est concentré sur son effectif, sur son jeu, sur ses entraînements. Et je pense qu'il a des sur meilleures les relations résultats. avec Zubizarreta. Oui, Que aussi. pouvait l'avoir Garcia, même si c'est un super ami, un ami pour la vie avec Zubizarreta, je pense qu'il a quand même des meilleures relations avec Zubizarreta. Et puis surtout, il a fait la part entre le sportif et l'administratif. Là aussi. Ouais. Jacques Henriero, on l'entend beaucoup moins. Bah, on l'entend pas du tout même. Hein, Pas du tout. Et donc, les Il est résultats sont ravi des qu'il meilleurs. d'avoir un Voilà. entraîneur qui prend bien la lumière comme Et ça. les responsabilités sont prises avec Zubizarreta. Parce que souvent, quand il y a des choses qui se passent, je pense qu'ils se concertent et ils en discutent. Et il y a des choses C'est qui plus un binôme là. Ah oui. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur ce gros débat et on va passer au petit débat. Un petit débat qui devient récurrent maintenant dans chaque émission. C'est le feuilleton Liadji, c'est le petit débat, c'est tout de suite. Le petit débat, c'est un petit débat sur Liadji. Vous connaissez Liadji ou pas? J'étais dans la tribune avec lui, tiens. C'est pas Ouais. vrai. Le dernier match. À côté de la pépite perle. Ouais. Et alors il t'a donné quelques petites informations, des petits insides. En fait, il m'a tout donné. C'est vrai? Ouais. Je dois revendre. C'est vrai? Non, Non. il- Bon, alors, pourquoi on en reparle? Parce qu'on en a parlé déjà Ouais. jeudi, je ne sais même pas si on en a pas parlé lundi dernier. Bon, Je crois qu'on en parle à chaque fois. On en parle tout le temps. C'est un sujet, Récurrent. sujet récurrent et important aussi pour l'Olympique de Marseille parce que, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est quand même une des pépites du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Ça fait des mois que ça négocie et ça fait plusieurs mois qu'on lui dit maintenant que ça devrait se faire, que c'est qu'une question de temps, que le joueur veut signer, que l'Olympique de Marseille, forcément, veut le faire signer. veut le faire signer. Donc voilà. Sauf que ce week-end, le journal L'Équipe a expliqué Les conditions. Ouais, a expliqué surtout qu'aujourd'hui, les Actuellement. positions, elles se Au jour sont- d'aujourd'hui, comme Ouais. on pourrait dire ça. les positions se sont éloignées depuis le retour a priori c'était la Coupe du Monde Coupe du monde U17. U17. Donc là, on n'est plus proche d'un accord du tout. Même, c'est même
peut-être le contraire. Alors, un apport financier. On a aussi appris via l'équipe les conditions. Ouais. Les conditions que souhaiterait avoir le joueur. Le joueur. L'agent du joueur. Oui. Précis. Peu importe, donc ça serait donc un salaire de 50 000 € brut et plus une prime à la signature. 50 ou 70 ? Non, 50. 50. 50 000 € brut. C'est pas mal, hein ? Avec une prime à la signature de 1,5 million d'euros. Voilà, c'est les conditions que demande le joueur et a priori le club ne veut pas céder à ces conditions-là. Que doit faire le club, messieurs? Je vous pose la question, après je vous donnerai mon avis. Mais on ne va pas être d'accord parce que moi je connais ton avis. Mais moi je pense que tu peux mettre de l'argent sur des jeunes, surtout avec des potentiels comme ça, parce qu'on sait que ça peut rapporter gros. Mais en même temps, tu ne peux pas céder à tout, même si tu l'as déjà fait, pour Camara par exemple. Parce que tu donnes un message aussi où dès qu'il y en a un qui va un peu flamber chez les jeunes… Camara, c'est une prolongation, attention. Oui, non, mais quand il a signé. Non, quand il a signé. Oui, mais bon. Il a signé déjà. Ça a été beaucoup… Les deux, ouais. Prolongation et le premier contrat pro. Si mes souvenirs sont bons, Camara a pris une prime à la signature d'1 million d'euros. Donc on est… Mais du coup, tu envoies quand même un message, genre dès que tu vas flamber un peu avec les jeunes, tu vas pouvoir demander quand même pas mal d'argent très tôt à l'OM. D'accord, mais après c'est à toi de faire le tri. Non, c'est à toi d'anticiper. C'est à toi de faire le tri, déjà d'aller plus vite dans les négos. C'est surtout ça, c'est d'aller plus vite et un peu d'anticiper parce que là, moi ce que je trouve hallucinant dans ce dossier, c'est que ça traîne à fond. Liadji, il y en a, ceux qui suivent les jeunes de l'OM, ça fait longtemps qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel chez lui. Pourquoi ce mec-là, tu ne l'as pas signé il y a un an? Parce que là, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la préparation avec l'OM, parce que petit effectif, donc les jeunes jouent. Donc lui, il joue aussi, même s'il a que 17 ans. Il fait des bons matchs, il fait des belles rentrées. L'OM met un super geste technique en vidéo sur ses réseaux sociaux, ça buzz à fond. Donc là, hop, l'agent, ça refait monter. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mondial U17 qui arrive et on ne trouve pas un moyen de trouver un accord avant qu'il parte, sachant que tout le monde regarde ce genre de compétition pour trouver les pépites de demain. Et forcément, le mec, il a flambé pendant le mondial, il termine 3e avec les Bleus, il rentre et hop, encore plus gourmand. Mais ça, c'était prévisible. Jean-Charles, qu'est-ce que tu penses de ce dossier? Moi, je suis un petit peu à l'ancienne. Vu les conditions qu'on connaît maintenant, parce qu'avant, on ne les avait pas, ces données. Oui. C'est pour ça que je te parlais, je suis un petit peu à l'ancienne. C'est une info l'équipe. Oui, mais ils ont des infos, des fois, tu peux te faire berner. Hein. D'accord. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis un petit peu à l'ancienne. Déjà, quand on fait partie d'un centre de formation qui est l'Olympique de Marseille, c'est déjà très important. Je t'en parle en connaissance de cause. Ouais. Ce n'est pas les mêmes générations, non, mais c'est un état d'esprit. Donc, je pense que déjà, quand tu fais partie d'un centre de formation et qu'on te propose un contrat professionnel à l'âge de 17 ans, qu'on te donne, je ne connais pas les chiffres de l'Olympique de Marseille, ce que l'OM veut donner à ce jeune joueur. En salaire, c'est pas très loin. Ça ne doit pas être très loin en salaire, mais en prime, je pense que c'est moindre. C'est ça. Donc, quand tu commences dans ce club-là et qu'on te donne l'opportunité de toucher beaucoup d'argent, de jouer en équipe première à l'Olympique de Marseille, le seul club qui a gagné l'Europe, enfin la Ligue des Champions, sois un petit peu patient. Tu as 17 ans. Sois un petit peu patient. Renvoie un petit peu l'ascenseur aussi à ton club formateur en disant, écoutez, je peux mettre une clause. La première année, c'est tant, avec tant la signature. Si je flambe, que je tente de sélection, après, ils ont leurs agents, mon salaire va doubler. Ça a été le cas de Mbappé. Mbappé, ça a été pareil à Monaco. Mbappé, il a signé son premier contrat, il touchait, je suis sûr, peut-être moins que lui quand il a signé, ou peut-être à équivalence. Donc, soyons un petit peu patients, renvoyons un petit peu l'ascenseur. Il n'a jamais joué, ce jeune joueur. Je ne lève pas toutes ses capacités. Un match au national. Voilà. Je ne lève pas ses capacités d'un grand footballeur, mais soyons raisonnables. Non, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on prend le risque de le perdre, messieurs? Parce que c'est ça la question. Parce que si nous, on n'accepte pas ces conditions. Mais quand même, tu sais ce que c'est? Il y a d'autres clubs qui vont les accepter. Mais je suis d'accord. Qui les autres clubs? Tiens, Monaco, Paris et l'Angleterre. À l'étranger, voilà. Mais voilà, c'est pour ça que même tu mets une clause en disant, mais écoute, si tu flammes qu'il y a un club qui va nous proposer tant, eh bien s'il faut te vendre, on va te vendre. Mais est-ce que c'est pas tout simplement le prix aujourd'hui des jeunes joueurs sur le marché? Alors là, je vais reprendre un tweet d'un site qui s'appelle Espoir du football qui parlait de ça ce week-end sur Twitter, qui expliquait que finalement ça coûterait environ 5 millions d'euros à l'OM de signer ce contrat-là. Oui, il n'a pas joué. Hein. Donc ça coûte déjà 5 millions d'euros sur 3 ans de contrat, 3 ou 4 ans de contrat. Mais qu'est-ce que c'est 5 ça fait 2 millions par an sur 4 ans pour l'Olympique de Marseille, c'est ton plus grand espoir de ton centre de formation. Et tu sais que tu veux miser et t'appuyer sur ton centre de formation. Alors, si tu le fais partir lui,
Tu as mis combien sur Grégory Sertic? Alors écoute, tu as mis 2,5 millions d'euros. C'est pas lui qui a mis 2 millions d'euros. Plus un salaire de 200 000 euros par mois. Parce que tu as fait une connerie qu'ils vont faire d'autres. Ouais, D'accord. Ce que je veux dire, c'est que tu veux miser sur des jeunes. Tu sais que peut-être, et c'est un pari, je dis peut-être, on ne sait pas ce qu'il va faire ce joueur. Je suis d'accord. Tu signes peut-être 5 millions d'euros pour rien. Mais peut-être que dans 3 ans, ce joueur-là, eh ben, il va te rapporter 20, 30, 40 millions d'euros. Oui. Et il n'y en a pas d'autres dans ton centre de formation aujourd'hui qui peuvent te rapporter ça. Écoute bien, je pense sincèrement qu'il faut le conserver. C'est mon avis. Je ne l'ai jamais vu jouer en première division, enfin en Ligue 1. J'attends de voir aussi. Je veux bien être patient. Enfin, je veux voir ses qualités au plus haut niveau. Mais par contre, si tu ouvres une porte à un jeune joueur du centre de formation à 50 000 ou 70 000 euros par mois et à 1,5 million à la signature, ça veut dire que celui qui va venir derrière, qui sera bon aussi... Si t'en avais 10 par an. Laisse-moi terminer. Ouais, mais t'en as un pour 3 ans. Pas 1,5 million, ça sera 2 millions. Parce que Camara, c'était 1 million, là, ça passe à 1,5 million. Le Pochet, il va passer à 2 millions, mais c'est des surenchères constamment. Mais c'est même pas les joueurs. Il ne faut pas leur en vouloir aux joueurs. C'est les agents. C'est les agents. Moi, je vais donner des bémols. Tu ne peux pas lutter contre le système. Il y a plusieurs... C'est pour ça qu'il faut avoir une... Pardon, c'est pour ça qu'il faut voir quand même une identité de ton club, renvoyer l'ascenseur et mettre des clauses pour que tu sois récompensé un petit peu plus tard. Donc il y a plusieurs bémols à ton argumentaire. C'est que... Si. C'est que déjà le premier, c'est que effectivement, je crois qu'à l'époque, il avait joué qu'un match en national et il a perdu face à Lyon ce week-end où il jouait. Il a dû en jouer 3 ou 4. Donc déjà, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut au plus haut niveau. Quand il est rentré en Ligue 1 avec l'OM, souvenez-vous, sa rentrée, il s'est fait découper. Enfin, pas découper, il prend des coups d'épaule, il vole. Donc il n'a pas encore le physique déjà pour jouer au plus haut niveau. Alors qui flambe avec les U17 face à des 17 ans. C'est pas du tout le même niveau. Donc on ne va pas s'enflammer sur une Coupe du Monde U17. Rappelez-vous le petit Boca qui est parti à Chelsea. Là il flambe en Italie. Oui, mais il flambe du temps, après 6 ans. Encore une fois, c'est pas le niveau du joueur à l'instant T qu'on a. Ce que je te dis, c'est un pari sur l'avenir. Laisse-moi finir mon argumentaire. Tu me coupes et j'ai pas fini. La différence, c'est que tu dis, ouais, un Camara. Mais Camara, il a beaucoup plus de garanties que Liadji. Il avait été capitaine en finale de Gambardella. Il jouait tout le temps avec l'équipe réserve. Lui, il n'a pas joué avec la réserve. Il a joué qu'avec des U17. Quand tu joues contre des mecs de 17 ans, tu ne sais pas encore te frotter à la réalité du haut niveau. Donc je ne dis pas qu'il ne sera pas bon. Je dis juste qu'on ne le sait pas encore. Et que lui, il n'a pas encore le niveau pour jouer. Là, il peut rentrer, aider l'équipe première avec des bouts de match. Mais les mecs qui rêvent Liadji titulaire à l'OM, c'est pas possible, il n'a pas le niveau encore. Donc ça, c'est un premier argument. L'autre argument, c'est que là aussi, il y a une petite enflammée des agents. Les négociations, elles sont en cours. Aujourd'hui, ça sent pas bon. Il y a 3 semaines, ça sentait bon. Ça se trouve, il va signer dans 5 jours. C'est pas fini l'histoire. Bien sûr. Et il signera peut-être en dessous de ce qu'il voulait. Bon, après là, les chiffres, est-ce que c'est les vrais chiffres ou pas? On ne sait pas. Et le truc qu'il y a, c'est que lui, il a quand même déclaré qu'il voulait signer à Marseille. Et a priori, là, ce que disait l'équipe, c'est que les agents n'avaient pas été contents de cette déclaration-là. Parce qu'ils disaient non, ne dis pas ça, parce qu'on va te dire, si tu veux signer, fais un effort. Donc il y a un jeu d'agents aussi là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas taper non plus sur le joueur qui est très jeune. Il faut se méfier aussi des agents qui veulent profiter de la situation du mondial U17 pour gratter du pognon. Tu sais ce qu'on va faire pour savoir toutes ces qualités? J'ai un ami d'enfance qui s'appelle Jean-Claude Giontini, qui est entraîneur des moins de 17 en équipe de France. Et c'est lui c'était son coach. C'est lui c'était son coach pendant la Coupe du Monde, qui est de mon quartier. Je vais prendre son numéro de téléphone. On le prendra par téléphone, il nous donnera sa version. Carrément. En direct. Allez. Très bien. Comme ça, on aura les véritables qualités. On refera un petit débat sur Liadji. On aura vraiment les qualités de Liadji, puisque lui, le côtoie, il a eu en équipe de France, il a fait la Coupe du Monde. Donc, Jean-Claude qui a été contacté pour devenir... par l'Olympique de Marseille pour être directeur du centre de formation. Qui a refusé parce qu'il voulait faire la Coupe du Monde. Avec qui j'ai joué d'ailleurs à l'Olympique de Marseille en 3e division, parce qu'il a joué à l'OM aussi. Messieurs, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Déjà ? Ça passe vite. Ça passe vite. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Jean-Charles, merci à tous et plus particulièrement aujourd'hui parce que voilà, on a passé la barre des 30 000 abonnés, donc on vous remercie une nouvelle fois d'être de plus en plus nombreux. Objectif 50. Non, mais l'objectif maintenant les gars, c'est les 100 000. Non, passe à 50 déjà. C'est gourmand toi, tu vois. C'est les 100 000. C'est un agent de joueur lui. Si tout le monde se mobilise, regarde. T'as rien prouvé en première division. Regardez les gars. 50 regardez les gars. Si tout le monde, alors 100 000. 50. Peut-être que je m'enflamme un peu. Ouais, 50. Si les 30 000 abonnés demandent à 2 amis de s'abonner à cette chaîne, c'est pas beaucoup quand même, 2 amis. On passe à 62 000. On passe à 60 000 les gars. Donc l'objectif 50 c'est bien. Franchement, c'est
Là, le cadeau serait Juste gros. et là, un petit SMS. On va réfléchir à un sacré cadeau pour les 50. Hein. Ah non, mais là, si on passe. Non, ne dis pas n'importe quoi. Ah, Réfléchis avant de parler. Si on passe à Parce qu'après, tu 50 tapes à ma porte. Hein. Si on passe Il va filer sa bagnole, attention, il va filer sa bagnole. On peut filer. Non, on va réfléchir, on va réfléchir. Non, on va filer un gros truc. Oui, mais on va Oui, mais réfléchir. ça, c'est sûr. Un iPhone. Allez, non, vas-y, sans Football problème. Club de Marseille. Un iPhone. Non mais attends, mais si on y arrive en moins de combien de temps? De 12 heures, allez, En arrête moins les de conneries. quoi? Non, si on a Au mois de juin. Au mois de Arrête, juin. tu réfléchiras. Au mois si de on y juin. arrive en non, pas au mois de juin, 50 000, Eh ben, rapidement. ça va vite, hein. S'il y a 2 personnes en plus Ah ouais, par abonné, attends, mais et voilà. S'ils arrivent à nous faire Avant la ça fin de la En même saison. temps que la non, Ligue de en Champions. moins allez. de 2 mois, de 3 mois. Allez, on leur donne 3 mois. Ouais, Un tu iPhone. réfléchiras à Fin de ton saison, truc, là, quand même, hein. c'est pas En assez- 2 mois. Bon, on va réfléchir à tout Ouais, ça. réfléchis à tout ça. En 2 mois, si on y arrive, 50 000, Réfléchis. eh, on peut faire un gros cadeau quand même. On fera un beau cadeau 50 000. Maintenant, il faut réfléchir des Bon, modalités. allez, on verra. Merci à tous, à bientôt sur Football Club de Marseille. Ça sera prochain débat foot, c'est quand on fait. Attends, déjà, il y a un match demain, n'oublie pas. Ouais. Match demain, ça sera jeudi. Allez, ciao ciao.